Je laisse parole à Alain Tranois sur la partie fiscale. Je vais passer déjà le bon slide. Déjà, hop, et on va attaquer avec le... Hop, ça doit marcher. Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci Marc pour cette invitation. Je suis toujours heureux de participer à ces débats. Cette association qui contribue à rendre le débat intéressant par toujours des formules chocs, des formules provocantes, mais qui, disons, incitent à plus réfléchir. Et en même temps, j'ai envie de dire, vous avez déjà tout dit. Manuel et Marc, vous avez déjà, disons, enlevé les mots de la bouche sur un certain nombre de sujets. Donc ici, je m'intéresse non pas à comment dépenser, mais comment financer. Et je reprends ici une idée qui est assez vieille, disons à l'échelle de la pensée économique, qui est le fait de dire que taxer le foncier, c'est une bonne chose, parce que le foncier, c'est en quantité globalement fixe, et que donc il donne lieu à une rente de rareté, et que pour l'économiste, taxer la rente, c'est beaucoup mieux que taxer le profit. Derrière le profit, il y a de l'effort, du talent, de l'innovation. Derrière la rente, il y a simplement de l'attente. Et donc, c'est une vieille idée. Et donc, cette idée est ici mise en œuvre pour se demander si ça ne ferait pas sens d'augmenter la taxation sur le foncier et l'immobilier. Donc, dans l'immobilier, il y a du foncier, mais il y a aussi du bâti. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite ambiguïté, parce qu'on parle de la taxe foncière qui porte à la fois sur quelque chose qui est mixte, qui comprend quelque chose en quantité globalement fixe, qui est la terre, et puis le bâti qui, lui, résulte d'un investissement de la part des propriétaires. Et donc, cette idée, c'est de se dire que peut-être qu'il y a là un réservoir de base fiscale pour alimenter, eh bien, par exemple, une politique plus généreuse en faveur des plus démunis, ou bien pour, je dirais, alimenter un second dividende et diminuer d'autres impôts qui seraient jugés plus distorsifs. Ceci tout en conservant le fait que l'impôt foncier continue à financer à hauteur de 30 milliards d'euros les collectivités locales. Donc ça serait en plus du financement des biens publics locaux qu'il y aurait, d'après les calculs et l'estimation que je vais vous proposer, 10 à 12 milliards en plus qui seraient au bénéfice de l'État et qui pourraient être utilisés pour une politique nationale. Pour y d'ailleurs d'avoir, disons, de la tubulure avec, comme les départements s'occupent beaucoup de politique sociale avec le RSA. Alors, juste simplement pour vous dire qu'il y a quand même quelques grands précurseurs, à part Ricardo et Adam Smith, sur cette question de la rente foncière, mais ils s'intéressaient surtout à la rente foncière agricole dans leur temps. Léon Walras sur le plan social, préconise la nationalisation de la terre. Henri Georges, qui n'est pas très connu sur le continent européen, mais qui a joué un rôle, je dirais, un peu équivalent à Marx sur le continent américain et dans le monde anglo-saxon d'une manière plus générale. Donc Henri Georges, qui est à la fois un homme politique, un homme d'affaires, un économiste non académique, mais qui a une idée. Il se dit finalement taxer le capital, c'est taxer l'investissement et ça va pénaliser à terme tout le monde, ça va diminuer le taux de croissance et le niveau de production par tête auquel on pourra aboutir. Alors que si on taxe la rente, si on taxe la terre, eh bien on taxe quelque chose qui n'est pas produit et on peut, je dirais, redistribuer, essayer de capitaliser au bénéfice de l'État cette rente et redistribuer cette rente pour financer un minimum social. Donc c'est une idée qui défend dans Poverty and Progress en 1879 et la fin du XIXe siècle est marquée aux États-Unis par ce mouvement georgiste. Il envoie une centaine de députés à la Chambre des représentants et puis la guerre de 14
arrive et on passe à autre chose, et puis l'impôt sur le revenu est arrivé, etc. Mais c'est quand même un thème qui reste important, je dirais, dans le monde anglo-saxon. Et puis le dernier précurseur, c'est William Vickrey, qui a eu le prix Nobel pour de nombreux travaux en économie publique. Son travail sur les enchères est mondialement connu, mais il a innové également sur le tarif de pointe pour les services publics. Et Vickrey, quand il obtient le prix Nobel, un journaliste lui tend le micro et on lui demande à quoi va vous servir votre prix Nobel? Qu'est-ce que vous allez promouvoir comme idée? Et il dit, je voudrais promouvoir aux États-Unis la taxation de la terre. Malheureusement, il décède 3 jours après. Bon, j'espère que je vais rester en meilleure santé. Donc, pourquoi c'est un phénomène important? Eh bien, pourquoi il y a, je dirais, ce thème redevient à la mode chez les économistes? Eh bien, je voudrais citer le travail de notre collègue Thomas Piketty, mais en le revisitant un tout petit peu. Là, vous avez son fameux graphique sur la France, sur l'évolution du capital, du rapport capital sur revenu, ou plutôt patrimoine sur revenu, en France. Donc sur l'axe des abscisses, vous avez les années, depuis 1700 jusqu'à 2010, et vous avez sur l'échelle des ordonnées, eh bien, le rapport entre patrimoine, valeur du patrimoine et valeur du revenu national. Donc ça représente à peu près 7 jusqu'à la guerre de 14. On tombe à 3, 2, 3, et puis on remonte à 6. Donc on remonte sur, globalement, une valeur du patrimoine rapportée au revenu national qui est pratiquement équivalente à celle de la guerre de 14. Et le travail que j'ai accompli avec Étienne Vasmer, Guillaume Chapelle, Audran Bonnet, c'est d'essayer de regarder ce qu'il y avait lorsqu'on décompose le patrimoine, lorsqu'on décompose en particulier le patrimoine immobilier. Vous avez la grande masse verte, c'était la valeur de la terre foncière, de la valeur en fait de la terre agricole, qui était très importante, même encore avant 14. Vous avez en rouge la valeur du patrimoine logement, donc en rouge foncé, et à partir de 1950, on est capable de décomposer l'évolution de la valeur du patrimoine immobilier des ménages entre la valeur de la terre urbaine et puis la valeur du bâti. Et donc vous voyez qu'en 2010, on arrive, donc c'est le foncier urbain, c'est le vert clair. Le foncier urbain, ça représente, d'après les comptables nationaux, 2 années de revenu national. Le rose clair, c'est la valeur du bâti, ça représente 2 années de revenu national. Et le capital, on va appeler pour faire simple productif et financier, dans les entreprises, ça représente, vous voyez, c'est la masse marron, ça représente toujours, grosso modo, 2 années de revenu national, et il y a des petites fluctuations, mais il n'y a pas de changement. Donc, notre interprétation de Piketty, c'est que dire, grâce à l'analyse de Piketty, on remet le logement au centre de l'analyse de l'évolution du patrimoine. Et en fait, ce qu'a trouvé Piketty, c'est que, effectivement, le logement remplace la rente agricole, la rente urbaine remplace la rente foncière agricole précédente. Et donc, ça remet, je dirais, à l'ordre du jour en disant, finalement, est-ce que cette rente foncière, qui vaut 2 années du revenu national, est-ce qu'elle est taxée convenablement en France? Alors, comme là je suis en total accord avec ce qui a été dit précédemment, il y a effectivement 4 façons de taxer le logement. En France, vous avez la taxe sur les transactions, ce sont les fameux DMTO, ça représente plus de 10 milliards d'euros, et ça va pour l'essentiel au département, un peu aux communes et un tout petit peu à l'État. Vous avez les impôts sur les revenus locatifs, et donc là, ils sont imposés à 2 titres, l'impôt sur le revenu au titre de 6 milliards et la CSG autour de plusieurs milliards, 4 à 5 milliards. Et puis vous avez la détention sous la taxe foncière qui représente
à peu près une vingtaine de milliards, la taxe foncière sur les ménages. Vous aviez aussi la taxe d'habitation, j'en peux encore le présent, vous avez la taxe d'habitation, mais je l'ai mis en rouge parce qu'elle est en voie de suppression. Donc au total, si on ajoute l'IFI, la taxation sur les plus-values, l'ensemble de la taxation du logement, ça représente quelque chose comme 36 milliards d'euros en France. Alors la question, si on est d'accord pour dire que taxer la transaction, oui, une taxe Tobin, c'est bien, à 0,1%, pour éventuellement, disons, empêcher la spéculation, un petit peu un grain de sable. Mais là, ce n'est plus un grain de sable. Là, c'est des gros rochers, puisque ça représente 7,5%, et vous savez qu'il est dans les tuyaux, de la part des départements, de demander d'augmenter encore les DMTO. Donc vous avez, j'ai fait une étude sur le sujet, sur l'augmentation des DMTO de 2014, qui est à lire dans l'économie statistique, mais simplement juste pour dire que quand on regarde le nombre de logements en France et en Grande-Bretagne, on a à peu près le même nombre de logements, à peu près la même population. Eh bien, vous avez chaque année 1 200 000 transactions en Grande-Bretagne, transactions donc de logement, je ne parle pas des transactions commerciales, etc. Et en France, on se glorifie aujourd'hui, cette année, d'arriver à 1 million de transactions. Alors, il se trouve que l'équivalent des DMTO en Grande-Bretagne est très faible, 1,5-2%, sauf pour les patrimoines élevés, où là, elle s'élève à 6 ou 7%. Bon, supposons qu'on ait le même goût de se déplacer dans le pays, mais on a une sorte d'impact macroéconomique, disons, du fait de cet impôt sur les transactions, qui est dommage quand même dans un pays où, en plus de ça, l'évolution de l'emploi n'est pas du tout homothétique. Dans les années 60, l'évolution de l'emploi était homothétique dans les différentes zones d'emploi. Ce n'est plus le cas du tout. On sait bien que l'emploi se concentre dans les grandes métropoles, pendant qu'il y a beaucoup de bassins d'emploi qui régressent. Ce qui veut dire que, quelque part, comme on ne voit pas très bien quel mécanisme économique permettrait de contrebalancer cette tendance source, qui est vraie dans tous les pays, eh bien, il faut essayer d'aider à la mobilité. Il faut essayer d'aider au fait que les gens déménagent. Alors, s'ils sont locataires, c'est plus facile. Encore faut-il que le marché locatif soit fluide. Et puis, il y a le problème du parc social. Quand on vient d'une autre zone, est-ce qu'on est facilement, est-ce qu'on monte très facilement en haut de la... Bon, c'est pas évident. Et puis, donc, on voit bien que des niveaux élevés de DMTO, eh bien, font que, par exemple, dans une région comme les Ardennes, qui apparaît sinistrée, non seulement vous perdez votre emploi, mais vous perdez une partie de votre capital et finalement, vous n'avez aucune incitation à venir habiter dans une grande métropole. Bon, sur la location, pourquoi est-ce que ce n'est pas, je dirais, forcément une très très bonne idée de taxer la location, les revenus locatifs? Tout simplement parce qu'il y a actuellement dans le parc français 8% des logements qui sont vacants. Alors, il y a, je dirais, une part qui est, je dirais, de la vacance frictionnelle, comme sur le marché de l'emploi, peut-être 4 à 5%, mais 8%, ça fait vraiment beaucoup. Et il y a sans doute une partie qui provient du fait qu'il y a des dysfonctionnements sur le marché locatif, sur lequel je ne reviens pas, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais il est évident que la vacance, c'est vraiment la perte sociale maximale. Ça ne sert à personne. Ça ne sert pas aux propriétaires, ça ne sert pas aux locataires. Il y a des gens qui cherchent à se loger. Donc, je dirais, il vaudrait mieux, disons, en taxant les revenus locatifs, évidemment, vous taxez la vacance, vous taxez la location et vous créez finalement, quelque part, un bénéfice d'opportunité pour la vacance. Donc, c'est l'argument qu'a employé Maurice Allais pour dire que nous sommes tous probablement différents dans nos capacités managériales à gérer un capital et en particulier à gérer des logements. Nous n'avons pas forcément la même aversion au risque, nous n'avons pas forcément les mêmes talents pour détecter les bons locataires, nous ne savons pas forcément bien gérer notre bien. Et donc, si on a une taxation fixe, ex ante, qui s'applique quel que soit le degré d'occupation, eh bien, ça sélectionne progressivement, au cours du temps, les propriétaires qui sauront gérer au mieux le parc logement. C'est peut-être faire revenir les institutionnels. Il y a peut-être beaucoup trop de particuliers sur le marché du logement qui sont tout simplement dépassés par la complexité juridique, par
les problèmes de marché. Et donc, avoir une taxation fixe sur la détention, qui soit, je dirais, un impôt sur lequel, par rapport auquel on puisse, je dirais, décider de règles d'investissement parce qu'il sera déterminé à long terme, eh bien, ça peut permettre de faire revenir en particulier les investisseurs institutionnels qui ont déserté le marché locatif français. Alors, si vous êtes d'accord avec cet argument et pour dire qu'il vaut mieux taxer la détention, il reste une question, c'est de savoir s'il faut taxer plutôt la valeur vénale plutôt que la valeur locative. Donc ça, c'est une question sur laquelle je vais simplement égrener un certain nombre d'arguments pour et contre. Pour la valeur vénale, il y a une meilleure connaissance des prix que des loyers. Bon, c'est peut-être un argument, je dirais, qui n'a qu'une valeur temporaire. Peut-être que la connaissance des loyers va s'améliorer rapidement. Mais en tout cas, on peut maintenant, je dirais, grâce aux grandes bases de données qui ont été accumulées, je dirais, réviser l'information sur les prix pratiquement chaque année. Donc le problème de la révision est quelque chose d'important. On a parlé de la révision des valeurs locatives, très bien. Elle a été décidée par Darmanin. Elle sera au mieux mise en route dans 5 ou 7 ans. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le problème, d'ailleurs, ce n'est pas un problème uniquement français. On a exactement le même problème en Grande-Bretagne et en Allemagne, où les révisions en Allemagne attendent depuis 1964. Il a fallu que la Cour de Karlsruhe s'en mêle en mettant en demeure le gouvernement allemand de faire cette révision. Donc, ce n'est pas juste un problème français. On pourrait se dire on est plus mauvais que les autres. Non, pas plus mauvais que les autres. Il y a une véritable difficulté. Donc, ensuite, un frein contre la hausse des prix. C'est vrai que si les prix s'envolent, eh bien, votre impôt, s'il est sur la valeur vénale, il va aussi augmenter. Peut-être à un certain moment donné, vous ne serez plus en mesure de faire face à cette augmentation de la charge fiscale. Qu'est-ce que vous ferez? Eh bien, peut-être que vous aurez envie de vendre votre bien. Et donc, en vendant votre bien, ça alimentera le secteur vendeur et ça peut, je dirais, pousser à alimenter une contre-force à la hausse des prix. Ensuite, égalité sur le monde d'acquisition. Actuellement, la valeur vénale, par exemple, dans l'IFI, est déduite pour des dettes immobilières, ce qui semble plutôt juste, puisque si vous avez reçu votre bien par héritage ou si vous avez été obligé d'emprunter votre bien, il est clair que votre fortune nette n'est pas la même. Aujourd'hui, on ne distingue pas entre les deux. Lorsque vous avez la valeur vénale, c'est vraiment facile de déduire la dette immobilière et de vous taxer uniquement sur la valeur nette. Alors, pour la valeur locative, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un argument que la valeur vénale, c'est virtuel et que donc ça pose un problème de liquidité du patrimoine, et je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Donc, ce que je vous présente maintenant comme résultat d'une micro-simulation, c'est le résultat d'un travail avec Guillaume Bérard, qui est un étudiant sous ma direction donc à Marseille, et l'article qui vient juste de paraître, merci pour la promotion, dans la revue de l'OFCE, s'intitule donc « Un impôt immobilier tout en un, rendement, progressivité, faisabilité ». Donc l'idée, elle est simple, on supprime tous les impôts, je parle bien d'impôts, on ne supprime pas la CSG sur les revenus locatifs, donc on supprime la taxe foncière actuelle, on supprime la taxe foncière parce que vous avez aussi une taxe foncière non bâtie sur aussi des terrains urbains, vous avez l'IFI, les DMTO et l'impôt sur les plus-values immobilières et l'impôt sur les revenus locatifs, l'impôt sur le revenu sur les revenus locatifs. Donc tout ça, ça fait 36 milliards. Et donc on le remplace par quoi? Alors, évidemment, on a dû choisir des paramètres. Vous pouvez modifier la valeur des paramètres, évidemment. Là, on a choisi un impôt simple avec dont le taux est égal à 1% sur la valeur totale du patrimoine immobilier, jusqu'à 1,3 million, et ensuite c'est 1,5%, 1,5%. Donc ça reprend en fait le taux maximum de l'IFI, au-dessus d'1,3 million. Donc c'est le taux marginal. Donc, ensuite, vous avez une franchise en base pour la résidence principale, qui est l'ordre de 50 000. On a pris deux paramètres, 50 000 dans la première option
100 000 dans l'option haute. Et puis, pour la résidence principale, vous avez déduction des dettes immobilières. Et donc, la première question qu'on s'est posée, c'est la question du rendement. Et donc, pour ça, on a fait appel à des données d'enquête. C'est l'enquête patrimoine 2014-2015, qui est l'enquête la plus récente. Alors, il y a une première surprise, c'est que quand on regarde la valeur du patrimoine qui est déclarée, c'est des informations déclaratives, eh bien, la somme agrégée du patrimoine qui est déclaré est de 30% inférieure à celle du patrimoine dans les comptes nationaux. Donc, il y a une sous-estimation importante, peut-être pas si étonnante que ça, mais voilà. Et elle a été notée par d'autres chercheurs. Et donc, il faut évidemment tenir compte. Mais, je dirais, on obtient avec cet impôt donc unique, cet impôt foncier unique, donc là, il y a une petite différence, l'IFU, qui remplace... voilà. Eh bien, on obtient 32 milliards de recettes avec l'abattement à 50 000 euros, contre 36 milliards, donc un petit peu en dessous, mais compte tenu de la sous-estimation de 30%, on pense qu'on a un rendement de l'ordre de 40-42 milliards. Bon, alors évidemment, il faudrait savoir où est la sous-estimation, donc ça reste un calcul de coin de table. Néanmoins, comme je vous ai dit que grosso modo, dans les 36 actuels milliards, vous avez 30 milliards pour les collectivités locales, 20 milliards au titre de l'impôt foncier, 10 milliards au titre des DMTO. Ça veut dire qu'il reste pour l'État, au total, dans cette version, 12 milliards, bon, au lieu de 6. Et c'est des paramètres relativement bas, qui sont un peu plus bas que les tiens. Toi, tu étais 1,2, mais mon impôt est progressif. Alors, la deuxième question, ça, c'est la faisabilité financière, l'acceptabilité politique. Donc, pour regarder l'acceptabilité politique, je vais vous présenter 3 graphiques, et puis je m'arrêterai là. Il y en a une douzaine dans le papier, donc on peut se poser. Donc, la première, c'est de comparer simplement le montant moyen d'IFU, donc en comparaison du montant moyen d'IR, et ceci par décile de niveau de vie. C'est les déciles par unité de consommation. Donc, vous avez en vert, c'est le montant d'impôt sur le revenu. Et donc, vous avez assez bizarrement une courbe en U, puisque le premier décile paye 2351 en moyenne d'impôt sur le revenu. Là, ce n'est pas du déclaratif, hein, là, c'est du vrai... dans l'enquête, ce sont les vrais revenus, ce sont les vrais impôts payés. Et puis, vous avez en bleu la somme qui serait payée en moyenne par le premier décile avec l'abattement de 50 000 euros, et puis en orange avec l'abattement de 100 000 euros. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, pour le dernier décile, il paierait 10 000 euros en moyenne d'impôt sur le revenu, il paye 4 000 euros d'impôt d'impôt IFU. Alors, une chose qu'on aurait voulu faire, mais c'est effectivement d'essayer de comparer par rapport à la somme des taxes qui sont payées, c'est-à-dire faire véritablement un exercice de micro-situation complet en regardant les gagnants et les perdants. On pouvait le faire, sauf qu'il nous manquait une donnée. Et ces données, c'est les données sur la taxe foncière. On a les données sur la taxe d'habitation, mais on n'a pas les données sur la taxe foncière. Donc, on a un trou. Et donc, là, on ne peut pas exactement... et donc, j'invite d'autres chercheurs à continuer le travail, au moins dans cette direction. Alors, ça donne le montant moyen. Maintenant, on va regarder la distribution. Donc, ça, c'était le montant moyen par décile. Maintenant, on va regarder la distribution de l'impôt par décile en pourcentage du revenu. Donc, vous avez ici 10 petits graphiques, et chaque graphique est pour un décile. Donc, en haut, vous avez le premier décile, en haut à gauche. Ensuite, vous avez le deuxième décile, troisième décile, etc. Et donc, là, je vous parle d'une distribution. Quand vous pensez à une distribution, vous pensez évidemment à la distribution de la loi normale avec, je dirais, une cloche. Et là, vous avez, au contraire, je dirais, quelque chose de totalement différent, qui est pratiquement inversé, puisque vous avez un creux au milieu et puis deux pics, un pic en 0 et un pic en 10% et plus. Donc, la première barre, si vous regardez le premier décile, ça vous dit quoi? Ça vous dit que 30% des gens du premier décile ne paieraient aucun IFU. Bon, normal,
ils ne sont pas propriétaires, etc. Après, vous avez quelques pourcentages. Et puis après, tout d'un coup, vous avez 40% des gens du premier décile paieraient plus de 10% de leurs revenus en IFU. Donc vous avez une distribution totalement atypique qu'on retrouve aussi, dans le deuxième, dans le troisième. Après, ça s'estompe relativement. Il n'y a finalement que dans le dernier décile, dans le 10e, effectivement, on voit que il y a un peu plus de monde qui paye 2, 3, 4% de leurs revenus, mais il y a toujours un pic 10% et plus. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la propriété immobilière est quand même assez concentrée. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire aussi qu'il y a un certain nombre de gens du premier décile qui ont du patrimoine. D'où ça vient-il? C'est le graphique suivant, où vous avez la proportion de propriétaires, toujours par décile de revenus, et vous vous apercevez que 32% des gens du premier décile sont propriétaires. Et 14%, donc presque la moitié, ont reçu cette propriété par héritage. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part qu'il y a effectivement une certaine décorrélation entre revenus et patrimoine, et ça c'est un grand message qui est sans doute assez connu, mais peut-être pas suffisamment connu et exploité par les économistes et par les décideurs politiques. Il y a cette décorrélation. Et puis, s'il y a des gens qui reçoivent de l'héritage dans le premier décile, ça veut dire aussi qu'il y a quelque part une régression sociale. S'il y a des gens qui sont en ascension, excusez-moi du néologisme, il y a des gens qui sont en descension aussi, qui descendent parce que leurs parents étaient capables de leur donner un héritage et eux, ils sont bloqués, peut-être pas bloqués, mais enfin en tout cas, ils ont des revenus dans le premier décile. Et donc, c'est ce phénomène-là qui, effectivement, peut poser un problème d'acceptabilité politique, parce qu'il y aura un problème de liquidité. Alors, on a réfléchi à ce problème. Donc, l'idée, ça serait quelque part, non pas de... en fait, de faire en sorte que l'impôt soit différé, c'est-à-dire de le prendre sur les successions, où l'État serait en fait votre banquier. Si vous ne vous semblez pas capable de payer vos 10% quand vous êtes dans le premier décile, l'État dit, bon écoutez, jusqu'à votre décès, je vais vous prêter cet argent et ça viendra en déduction de la succession. Et on peut même pratiquer un taux d'intérêt relativement bas, à 1%, et aujourd'hui l'État gagnerait encore puisqu'il peut emprunter à moins 0,5. Donc, voilà une solution pour liquider, pour, disons, rendre plus liquide le patrimoine immobilier, qui est quand même un vrai problème, en fait. Je dirais, c'est un problème, disons, macroéconomique très important. C'est le fait que le patrimoine immobilier n'est pas liquide. Je voudrais juste terminer par vous montrer le taux d'IFU par commune, c'est-à-dire regarder qui va payer l'IFU. Et donc, c'est grosso modo 36 milliards ou 32 milliards ici, là. Dans l'estimation par commune. Là, c'est grâce aux données DVF qui sont maintenant, je dirais, en accès libre. Vous avez le prix moyen par commune, le prix moyen de l'immobilier par transaction, ça c'est 2014-2018. Donc, vous avez, je dirais, des renseignements relativement fiables. Et donc là, on a appliqué sur ce patrimoine moyen tel qu'il ressort par commune, on a appliqué le taux de diffus. Et donc, vous voyez que, il y a des différences assez importantes. On sait que les prix immobiliers par mètre carré en France, ça va de 1 à 10. Donc, 10 000 euros le mètre carré à Paris, dans certains arrondissements de Paris, ou plus, et moins de 1 000 dans les zones jaunes. Donc, toutes ces zones jaunes, ce sont les zones, évidemment, de cette diagonale désertique, et qui paieraient entre quelque part comme 0,1% de leur fortune immobilière en taxes, alors que sur le littoral méditerranéen, autour des métropoles et à Paris, on serait à 0,8, 0,9. Et qu'est-ce qu'on organise là avec l'IFU? On organise un transfert massif des villes vers les campagnes déshéritées, vers les parties jaunes du pays. Et je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Alain.